Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie sur le chapitre 4 en ce qui concerne les transferts thermiques. Et donc aujourd'hui, on va étudier un des transferts thermiques particuliers, c'est le transfert thermique par conduction. Donc conduction, ça veut dire quoi? En gros, ça va être les transferts thermiques qui vont s'échanger au sein même d'un solide. Alors regardez bien, par exemple ici, on imagine que ici vous avez quelque chose à une certaine température, TC, donc TC pour chaud, et puis ici une température ici TF pour froid, et puis entre deux, vous avez une cloison pour isoler. Il est évident, c'est comme dans une maison, hein, s'il fait très très chaud dehors et qu'à l'intérieur il fait froid de votre maison, la chaleur va faire, au fur et à mesure, il va faire de plus en plus chaud à l'intérieur de votre maison. C'est-à-dire que vous allez avoir un transfert d'énergie qui va se faire donc à une certaine vitesse. Évidemment, plus vous allez avoir ici une cloison avec une résistance thermique importante, c'est-à-dire quelque chose qui va empêcher la chaleur de se transférer, et plus ça va être long. Pour pouvoir mesurer ce transfert thermique, on va faire appel à la notion de flux. Donc un flux thermique, c'est donc la notion qui va permettre d'évaluer la, le transfert d'énergie, la vitesse à laquelle un transfert d'énergie va pouvoir se faire. Alors, on vous dit, un transfert thermique peut se faire plus ou moins rapidement, et pour évaluer cette vitesse de transfert, on va déterminer le flux thermique. Donc ce flux thermique, on va le noter flux, ça donne appel à phi. On pourrait croire que cette lettre phi, ce sera la phi majuscule comme celui-ci. Eh bien non, on va prendre ici maintenant le phi minuscule, et le phi minuscule, c'est ça. Voilà. Donc ici, c'est la lettre phi minuscule. Donc on va le noter phi TH pour flux thermique. Alors je vous le mets ici quand même entre parenthèses, hein, ça se prononce phi. Voilà, on avait déjà rencontré cette lettre-là, phi majuscule, ici c'est phi minuscule. Donc le flux thermique phi TH va correspondre à la vitesse de votre flux thermique. C'est-à-dire en gros, en combien de secondes vous allez transférer une certaine quantité de chaleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre flux thermique, c'est la chaleur, donc ici votre transfert thermique divisé par le temps, c'est-à-dire un delta T. Voilà, ça va être votre formule du flux thermique. Donc le flux thermique phi, c'est donc l'énergie Q, c'est l'énergie thermique échangée. Chaque énergie, ça se mesure en joules. Voilà. Delta T, c'est la durée de l'échange. Donc durée de l'échange. Forcément en secondes. Et le flux thermique, regardez bien, flux thermique c'est des joules divisé par des secondes, des joules par seconde. Donc ici c'est le flux thermique échangé. Donc flux thermique échangé. Échangé et, pardon, pas et. Alors donc, ça va être, regardez bien, en joules seconde moins 1. Alors on va faire une petite remarque. Regardez bien ici. Une énergie que je divise par des secondes, ça vous fait penser à quoi? Regardez bien. Une énergie que je divise par un delta T. Ça vous doit rappeler la formule de la puissance. En effet, on peut dire que ce sont ici des joules seconde moins 1 ou alors des watts. Ici, ce flux, c'est une dimension de puissance. Souvenez-vous ce que c'est que la puissance, hein. La puissance, c'est le débit d'énergie, c'est-à-dire la quantité d'énergie que vous allez pouvoir transférer en un certain temps. C'est la même chose ici, sauf que cette énergie un peu spéciale, c'est une énergie sous forme thermique. Et donc le flux thermique, c'est une sorte de puissance. D'ailleurs, on parle des fois de puissance thermique et pas de flux thermique. Donc c'est ce que je vous marque en remarque. Le flux thermique a les dimensions d'une puissance. On parle d'ailleurs de puissance thermique. Bien. Alors ce qui va être intéressant maintenant, si je reprends mon exemple de ma cloison qui se trouve à cet endroit-là, ça va être de savoir à quel va être ce flux thermique pour savoir est-ce que je vais avoir des échanges de chaleur qui vont être rapides ou faibles. Si je veux que des échanges de chaleur se fassent rapidement ou alors faiblement,
si je veux isoler une maison par exemple, eh bien j'ai intérêt à ce que ce flux thermique soit le plus petit possible, hein, c'est-à-dire avoir quelque chose qui va résister eh bien, au transfert thermique. Et bien là, c'est ce qu'on va appeler donc cette notion de résistance thermique. On va dire un bon isolant thermique. Un bon isolant thermique, c'est quelque chose qui va avoir une résistance thermique élevée. Ça veut dire qu'il va faire en sorte que le flux s'établisse le moins rapidement possible. Alors, on va toujours partir de la face chaude vers la face ici froide. Et donc, si je veux évaluer ma résistance thermique, eh bien, on va la calculer du comment de la manière justement à ce que, eh bien, plus la résistance thermique est élevée, plus le flux sera faible. Et dans ce cas-là, votre flux thermique phi, eh bien, ça va faire en sorte que la différence de température, c'est-à-dire la température chaude moins la température froide, mince, moins la température froide, divisé par eh bien, votre résistance thermique, RTH, eh bien, vous voyez bien que ici, plus ça c'est grand, plus votre fraction sera petite, plus votre flux sera petit. D'accord? Donc la relation entre la différence de température ici et la résistance thermique, eh bien, on peut l'avoir de cette manière-là. Alors ici, je l'ai fait avec des températures qui sont en Kelvin. Hein. Je peux aussi avoir des températures en degrés Celsius. Donc dans ce cas-là, je noterai θ. Donc θC moins θF, hein, ça ne changera rien sur RTH. Donc RTH ici, ça va être votre résistance thermique. Et là, vous allez me dire, mais monsieur, oh là là, ça fait encore beaucoup de formules à apprendre. Oui, mais en fait, on va essayer de combiner différents types de formules. C'est ma remarque ici qui se trouve là. En fait, si vous connaissez vos grandeurs en électricité, vous connaissez aussi les grandeurs eh bien, en flux thermique. Alors regardez bien ici. En fait, chaque grandeur ici électrique va pouvoir avoir son équivalent en thermique. Alors, ce qu'on appelle le courant électrique, hein, c'est le débit de charge. Et bien là, c'est pas le débit de charge, hein, c'est le débit, on va dire, de chaleur. Votre flux thermique va correspondre en électricité bien, à l'intensité. Alors, la tension, c'est quoi? La tension, ça se mesure ici en volts. Rappelez-vous, je vous avais dit que la tension, en fait, c'était une différence de ce qu'on appelait un potentiel électrique. Vous avez des endroits où vous avez une quantité de charge qui n'est pas le même qu'à un autre endroit, et donc la différence entre les deux, cette différence de potentiel électrique, c'est ce qu'on appelle la tension. Voilà, ici, on n'a pas une différence de tension, on a une différence de température ici. Donc ici, l'équivalent thermique, c'est la température de la tension. Et puis pour la résistance, ça ne change rien. Résistance, c'est ce qui va résister au courant. Et bien la résistance thermique, c'est ce qui va résister à l'établissement des transferts thermiques. Donc ici c'est R ici, et là c'est RTH en thermique. Et comme vous connaissez votre loi d'Ohm, U égale R fois I, et bien U égale R fois I, c'est la même chose. U, on a dit que c'était la température, donc ça fait T1 moins T2, égale R, RTH, et I, c'est le flux. Et regardez bien, si je passe ici le RTH de l'autre côté, ça vous donne bien, ici, cette valeur qui va se trouver là. Donc votre flux thermique, c'est la différence entre, c'est votre, comme votre tension, U divisé par R. Donc I égale U sur R, donc phi égale delta T ici sur RTH. Voilà. Donc peut-être, je ne sais pas si ça va vous aider, mais en tout cas c'est un moyen de comprendre ici bien, le lien entre les transferts thermiques et l'électricité. Même chose ici. Si vous regardez bien là, je vous le faites pas parce que je l'effacerai après, mais le flux thermique c'est l'intensité, c'est I. Q c'est quoi? C'est pas la chaleur, c'est la charge divisé par delta T. On retrouve un Q égalité ou I égale Q sur delta T. C'est la même chose, d'accord? On a exactement une équivalence totale entre les transferts thermiques et l'électricité. Voilà, ça j'efface, c'est pas à savoir. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que l'électricité et la résistance thermique, il y a beaucoup de points communs entre les deux. Alors c'était ma première remarque. La deuxième remarque, c'est comment est-ce qu'on fait pour calculer cette résistance thermique. Alors, donc voilà, remarque 1, cette loi est analogue à la loi d'électricité. Remarque 2, la résistance thermique d'une cloison parallélépipédique, donc conforme de parallélépipédique, d'épaisseur L et d'air S, vaut, sur votre feuille c'est pas L, c'est un petit E. Donc en fait c'est quoi? Votre RTH, plus l'épaisseur va être grande, plus votre résistance va être grande, donc ça va être proportionnel à E, d'accord? Et plus, par contre, votre surface va être grande, et plus ça va être plus petit forcément. Donc ça va être divisé par la surface, et puis ça va avoir une sorte de coefficient de proportionnalité. Ce coefficient de proportionnalité, eh bien, on l'appelle lambda. Ça, c'est ce qu'on appelle la conductivité thermique. Alors cette conductivité thermique, on l'appelle lambda. Donc c'est 1 sur lambda. Alors je vais la remettre un petit peu mieux cette formule là parce qu'elle n'est pas très très belle. Comme ceci. Donc je vais appeler ça E sur S fois lambda.
Voilà. Alors lambda c'est quoi? C'est donc la conductivité thermique du matériau. C'est la conductivité thermique du matériau. C'est un peu donc l'inverse de la résistance thermique. Plus vous avez un matériau qui va être conducteur, et plus cette valeur de lambda sera grande. Alors, je vous ai mis ici sur la droite différents types de conductivité thermique. Donc, par exemple, le liège a une très faible conductivité thermique, donc ça veut dire que ça ne va pas très bien conduire la chaleur. Donc évidemment, quand vous touchez du liège, votre peau qui, elle, va mesurer le flux thermique, eh bien, comme il y a une très faible conductivité thermique, eh bien, vous allez croire que c'est chaud. En fait, c'est pas que c'est chaud, c'est juste que vous allez perdre beaucoup moins de chaleur quand vous allez toucher le liège par rapport, par exemple, justement, au marbre, qui lui a une conductivité thermique plus importante que l'acier. Si vous touchez un morceau d'acier, vous avez l'impression que c'est froid. En fait, c'est pas froid, c'est la même température que le reste, sauf que, eh bien, votre corps va transférer plus de chaleur. Et votre corps, la seule chose qu'il est capable de faire, c'est mesurer ce flux thermique. Alors, il y a une vidéo aussi de, comment ça s'appelle, c'est pas science étonnante, voilà, c'est celle-ci, c'est ce qui vous explique la température ressentie, le concept. Donc si vous voulez regarder, c'est David Loab qui fait ça. Voilà. Alors parfois, on va pas parler véritablement de résistance thermique, on va parler plutôt de résistance thermique surfacique. Ça veut dire qu'en gros, eh bien quoi, la constante ici, la résistance thermique, eh bien on va enlever la surface et ça va être compris à l'intérieur. Alors on peut définir aussi la résistance thermique surfacique, donc la résistance thermique surfacique. Et dans ce cas, eh bien on aura, alors je vais le noter R minuscule, RTH égale E sur lambda. Donc RTH, ça sera donc dans ce cas-là, mètre carré, Kelvin, Kelvin, Watt moins 1. Bon, peu importe, c'est pas très grave, de toute façon, ces unités-là sont toujours données. C'est pas ça qui est important. Par contre, en fait, c'est ici que c'est celle-là que j'encadre, la résistance thermique surfacique, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que celle-ci, on la donne pas souvent. On donne plutôt celle-ci parce que c'est celle qui est indiquée sur les étiquettes des isolants dans les magasins. C'est-à-dire que si vous cherchez à un moment donné savoir quel est le meilleur isolant entre, je sais pas moi, la laine de verre, la laine de roche, etc. Eh bien, pour une surface donnée, eh bien, on va plutôt donner cette valeur de résistance thermique surfacique, comme ça, on n'a pas besoin de savoir quelle est la surface qui va être mise en cause ici. Donc cette valeur, c'est cette valeur qui est indiquée sur l'étiquette des isolants dans les magasins. Voilà. Alors, voilà, le mieux à connaître c'est celle-ci. Celle-ci, je ne l'ai pas encadrée, je suis pas sûr que ce soit quelque chose que l'on vous demande. Celle-là, c'est quand même la plus courante qui existe. Alors, dernier point pour finir cette vidéo-là, ça sera la résistance thermique d'une paroi composée de plusieurs couches de matériaux différentes. Bon là, c'est vraiment pas compliqué. En imaginant qu'on a un mur, un isolant et puis une finition. Eh bien, c'est pas compliqué parce que la résistance totale de votre mur, ça va être la résistance thermique ici, plus celle-ci et plus celle-ci, ici à cet endroit-là. Ça veut dire que si ici je veux calculer la résistance thermique totale de quelque chose, je vais faire la somme de tout ça. Alors vous allez pouvoir noter donc, pour une paroi composée de différents matériaux accolés, la résistance thermique de la paroi est égale à la somme des résistances thermiques de chaque couche de matériaux qui la constituent. Voilà. Ça veut dire que si je calcule ma résistance thermique totale, donc RTH total, ici ça va être RTH de votre mur, plus RTH de votre isolant, plus RTH de votre finition. Voilà. Bien, j'en ai terminé pour ce chapitre. Je vous dis bonne journée et au revoir.